qu'est-ce que la drogue m'a apporté? À ce moment-là, vous voyez un titre de vidéo comme ça, vous cliquez parce que vous êtes curieux, mais vous vous dites quel genre de conneries je vais voir dedans. Eh bien, sachez déjà, les amis, que aujourd'hui, je vais vous parler principalement de mon expérience et de mon vécu, de ce que j'ai vécu par rapport à moi. Du coup, commencez pas à me faire chier avec ouais, nanana, des faits scientifiques et tout. Je vais potentiellement évoquer des faits scientifiques parce que ça fait partie de mon savoir, mais je raconte surtout mon histoire. Alors, de base, quand on est petit, on nous dit souvent la drogue c'est mal, ou l'idée opposée, ça serait la drogue c'est bien. Ces deux trucs n'ont aucun sens parce que la drogue, il y a tellement de trucs différents. C'est comme dire la nourriture c'est mal, la nourriture c'est bien. Ouais, un McDo c'est pas bien, mais je pense qu'une fraise, tant qu'elle n'est pas de Tagada, on est bon l'équipe. On est bon, ok. Du coup, les drogues, moi j'en ai testé des tas des drogues. Si des drogues, je peux compter par drogue chaque molécule différente, je pense que j'ai dû tester en moyenne 70 molécules. Ce qui est pas mal. C'est un défi que je m'étais fait, je pense, vers 18 ans. Je me suis dit, je vais tout tester. En soi, ce défi est impossible quasiment à réaliser. Et je ne vous conseille pas vraiment de tenter ça. Voilà, voilà. Et vous allez savoir pourquoi dans la suite de la vidéo. Alors, si tu veux la suite de la vidéo, juste regarde la suite de la vidéo. On se tape des barres, hein, enculé. Tu trouves ça drôle? Bon, on reprend le sujet. Les drogues, on peut les diviser en tellement de catégories possibles que je vais juste vous parler de catégories et de trucs comme ça. Numéro 1, la cocaïne. Pour les curieux, j'ai toute une vidéo de je sais pas combien de temps sur mon addiction à la cocaïne. La cocaïne ne m'a rien apporté, j'en ai pris 13 fois, elle m'a détruit le cerveau. 3 ans après, genre encore aujourd'hui, j'y pense assez fréquemment. Ça baise une âme en fait. Je peux pas le dire plus poliment que ça. C'est comme vendre son âme au diable, prendre la coke. C'est vraiment, tu vas te mentir à toi-même. Dans toute ma vie, bref, si vous êtes curieux sur la coke, vous checkez ma vidéo. Voilà, voilà. Je vais d'abord commencer par les trucs qui m'ont servi à rien, qui m'ont détruit, comme ça au moins on les élimine. Le speed, les amis, le speed, amphétamine, tous les stimulants comme ça de base, un peu à la con. J'ai l'impression que sans jugement, ça sert à pas grand chose en fait. Parce qu'en soi, ouais, ça va te donner de l'énergie, c'est comme un tas de Red Bull ou un truc comme ça peut durer longtemps et tout. Mais ça te fracasse la santé à côté. Genre le speed, une fois j'en avais pris, j'ai pas dormi pendant, je pense, 60 heures. Genre je sais pas si vous vous rendez compte, c'est quoi le genre de délire dans lequel on se retrouve quand vous prenez une substance qui peut vous empêche de dormir pendant 16 heures. Du coup, pour moi, le speed, les amphétamines, tout ça, ça sert absolument à rien. La Ritaline qui donne aux gosses aux États-Unis, ça sert à rien. C'est juste un système qui, soit des amphétamines illégales, vous pouvez aller en prison ou vous retrouvez à avoir des problèmes pour possession ou vente, soit des amphétamines légales. Ah, les pharmaciens peuvent vous vendre ça comme ça. Monsieur, vous voulez des amphétamines? Ah, tant que c'est signé dans le pays qu'on peut vous niquer votre race et prendre votre thune, pas de souci, hein, l'équipe. Pas de souci. Ok. Les opiacés. On est toujours dans la catégorie de ce qui m'a blessé et qui m'a rien apporté. Les opiacés, ça peut rien apporter. Parce qu'en soi, c'est une expérience où juste c'est quoi? Une recherche d'un état dans lequel vous allez vous oublier vos problèmes, avoir une sorte de plaisir, de détente chelou. Il n'y a rien d'intéressant dedans, que ce soit la codéine, le tramadol, le kratom, l'héroïne, la morphine. Morphine, j'ai pas testé. Les autres, j'ai testé. En soi, moins ils sont puissants, moins ils sont nocifs pour la santé. Ça veut dire que le kratom, il y a quelques personnes qui arrivent à en prendre une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, sans tomber dans l'addiction. Le tramadol, par exemple, j'ai un ami qui a dû en prendre peut-être une vingtaine de fois dans sa vie, mais toujours espacé de 2-3 semaines. Je pense qu'il n'est pas dans l'addiction, parce que là, il n'en a pas pris depuis 1 an, il s'en fout quoi. Mais je pense que même lui, ça l'a atteint, mesquinouille, tu vois. Ça l'a atteint, et bon, genre ce que je veux dire, c'est que ça lui a rien apporté, ça j'en suis sûr à 100%. 100%, amigo. Et l'héroïne, je vous en parle même pas la galère que c'est. Moi, la première fois que ma seule fois que j'ai pris de l'héroïne, en fait, j'en ai pris une seule fois. J'avais nanana, est-ce qu'on peut dire ça, les flics? Je m'en bats les couilles, frère. C'était de l'héros du Darknet, frère. J'avais pris un 10 balles, il y avait 0,1 gramme dedans. Frère, j'ai commencé à faire des petites traces. Et à ce moment-là, rapidement l'effet très très fort, t'es dans du coton, tu te sens bien et tout, mais je suis resté 2-3 heures dans cet état et tu piques du nez. C'est un truc que les gens ils recherchent dans les opiacés. Pour vous, ça veut peut-être rien dire piquer du nez, mais piquer du nez, piquer du zen, c'est un truc que vous allez retrouver de fou dans les forums des gens qui parlent d'opiacés parce que tout le monde recherche ça. Et piquer du nez, c'est quoi? C'est d'être dans un état à moitié endormi, moitié éveillé, où juste t'es en train de kiffer l'effet opiacé. Genre t'es réveillé, du coup tu dors pas, du coup t'es réveillé, tu peux kiffer l'effet.
mais t'es tellement out que bah, c'est dur à expliquer, mais les gens, ils essaient de piquer du nez. Et tu piques du nez pendant 2-3 heures avec l'héros, et après, je me suis réveillé, j'étais en train de trembler, et j'avais froid, et tout ce que je me disais dans ma tête, c'est qu'il faut que je reprenne un rail. Et sur le moment, bah, ça a vraiment fucked up dans ma tête, je ne savais pas quoi faire, j'étais en train de trembler comme ça, je ne savais pas que ça allait me mettre un chaos technique dès la première fois. Et le compromis que j'ai trouvé avec moi-même, c'est que j'ai pris un rail sur le moment, et tout ce qui me restait, je l'ai jeté dans la cuvette, et j'ai jamais retouché à cette merde de ma vie. J'allais dire Dieu soit loué, mais en soi, à partir du moment où tu peux louer Dieu, la location, c'est le diable qui l'a fait. Tout dépend qui paye le prix. Bon, dans cette situation, avec les drogues, c'est toujours vous qui payez le prix. Une phrase de Las Vegas Parano qui m'a beaucoup touché, c'est on peut tourner le doigt à une personne. Se tourner le doigt à une personne, c'est facile. Hein, soit tu bloques la personne sur ton téléphone, tu la vois plus en fait dans le monde actuel. Tourner le doigt à une drogue, bonne chance les amis, bonne chance. Parce que même moi, après 2 ans et demi d'arrêt à la codéine, je me suis retrouvé à la pharmacie en train de leur dire « Ouais, vous n'avez pas de la codéine. » Et Dieu soit loué, les pharmaciens, ils m'ont dit non, c'est sur ordonnance. Mais bon, on est dans un pays où ils s'en battent les couilles. Du coup, d'une pharmacie à l'autre, ça pourrait passer. Mais juste moi, le fait qu'on m'ait dit non, j'étais en mode « Ok, l'univers t'a sauvé sur ce coup-là, rentre chez toi. » Et ça, ce que je veux dire, c'est que c'était longtemps après. Et fact intéressant. Le pain au pavot, il y a beaucoup d'études que vous allez trouver sur Internet. Si vous tapez pain au pavot, il y a de plus en plus de pavot dans le pain au pavot. Ça veut dire que moi, j'avais mangé du pain au pavot il y a 6 mois, 8 mois, en me disant « Ah, peut-être tu auras un mini effet opiacé, tu vas pas te sentir coupable pour du pain, un truc que les gens ils mangent tous les jours. » Ça m'a fait un effet opiacé. J'étais pété, j'étais absolument pété. Et même mon petit frère, il est parti, il a lu les études, il m'a dit « Mec, what the fuck, c'est de la merde. Dans le pain de tout le monde, ils essaient de rendre les gens accros aux opiacés. » Bah oui. Parce que, ça s'appelle quoi? Les lobbies pharmaceutiques. C'est quoi les lobbies pharmaceutiques? C'est des gens qui aiment bien se faire de la thune sur votre dos, alors qu'ils ont largement assez de thune pour vivre, hein? Des petits bâtards, hein? Ouais. Des bons gros bâtards. Les benzodiazépines. Valium, Xanax, le carcrobé en soi. Ça, c'est de la grosse merde. Ah, ça, c'est de la putain de merde, parce qu'en soi, ça s'appelle des anxiolytiques, mais ça t'aide en rien. Encore en situation de crise ou de bad trip, je veux bien. Ça veut dire de manière ponctuelle, c'est-à-dire que la personne elle est incontrôlable. Ça sert aussi pour les crises d'épilepsie, si je ne me trompe pas. La personne est dans une situation incontrôlable, parce qu'un gros bad trip LSD, il y a des gens qui essayent de s'arracher leur peau, 400 microgrammes, genre c'est pas fun les bad trips. Ça va calmer la personne, ça va la descendre à 0. Fun fact, dans les années 70, si tu bades à l'LSD, un gars peut venir en fait, enfin bon, t'as compris, mais en festival, quelqu'un bade à l'LSD, il faut un petit garrot autour du bras, il injecte un peu d'héros et voilà. Ça va te calmer l'équipe, ça va te calmer. Bon, ils étaient assez vénères dans les 70s, tu vois. Tu comprends pourquoi le gouvernement a pu un peu les niquer, ils étaient trop dans la... Nous, on est plus smart, l'équipe. Ok. Benzodiazépine. J'en ai consommé quand j'avais 18 ans. J'en commandais sur des sites de RC de manière random. Des fois, j'en trouvais dans des pharmacies. Enfin, dans des pharmacies. Pharmacie, c'est... Je sais pas si vous faites ça, mais l'endroit dans ta maison où tu mets les médicaments, en général, on a tous un endroit où tu mets les médicaments, Doliprane, conneries. Je sais pas. Moi, les gens, ils appellent ça la pharmacie. Je sais pas si ça se fait, je sais pas. Voilà. Et du coup, des fois, j'en trouvais, j'en taxais. La première fois que j'en avais pris, j'en ai bouffé un demi avant de dormir. Je pensais que ça m'avait rien fait, mais en soi, ça te désinhibe de fou. C'est comme l'alcool, tu vois. Le lendemain, j'en ai bouffé 8 d'affilée. J'avais 18 ans ou quoi, j'en ai bouffé putain de 8. Et j'étais dans un état où pendant 3 jours, j'ai fait un blackout de 48 heures. J'étais chez mon ex à l'époque, frère. J'ai fait un blackout de 48 heures et moi, j'adore faire des jus. Vu que j'étais hyper désinhibé et que dans ma tête, je me disais, tu peux faire des jus nouveaux. Je faisais des jus avec tout et n'importe quoi. En fait, je voyais un truc dans la cuisine qui me plaisait, je faisais des jus. Et vu que je suis hyper têtu, je me forçais à boire les jus. Du coup, c'était bien dégueu. Tu bois, j'ai même pas envie de savoir ce qu'il y avait dans les jus. Enfin bon, ça reste des trucs du frigo, mais je pense que je sais pas ce que j'ai mis dans les jus en fait. J'étais trop éclaté pour m'en souvenir. Et les benzos après, je dirais que bon, je pense peut-être 2 ans après, j'en avais pris un jour ou un truc comme ça. Et un jour, je me suis fait enfermer chez les fous. Je me suis fait enfermer chez les oufs, chez les godins. Et quand t'arrives chez les fous, il y a un putain de gars, il s'appelait Docteur Pierre Morcelet. Bien sûr que je balance les blases, frère. Ce gars-là, c'est un fils de pute, frère. Il m'a donné comme traitement 70 mg de Valium. Je sais pas si c'est légal de donner autant à un patient. Je sais pas.
Mais moi, heureusement que j'étais smart. Quand ils me donnaient les trucs, je les crachais en fait. Parce que 70 mg de Valium tous les jours pendant un mois, bah t'en sors pas en fait. C'est comme si on piquait à l'héros tous les jours pendant un mois. Bien sûr que tu vas revenir demander ta dose. Du coup, il y a quelques fois où je me suis retrouvé à prendre la dose comme ça. Mais bref, c'est une énorme merde les benzodiazépines. Même cette année, j'en ai trouvé dans le tiroir qui appartenait à ma mère ou mon petit frère ou je sais pas quoi. Je me suis dit, je vais en prendre juste un pour me rappeler c'est quoi je sais pas quoi. J'ai démonté la plaquette en fait. Tu t'en rends pas compte. Genre, même si j'en prenais quoi, un par semaine, un par 2 semaines, c'est de la merde. Ça met ton cerveau dans un putain de loop de merde. Je pense que j'ai assez craché dessus. Voilà, voilà. En cas de bad trip psychédélique, c'est intéressant d'avoir des benzos sur soi si la situation devient vraiment ingérable. Si tu le mets sous la langue, ça monte en 5 minutes, la personne se calme. Du coup, de manière ponctuelle, dans des situations précises, les benzodiazépines peuvent être intéressantes. Je ne crache pas sur l'utilité de la chose, je crache juste sur tout ce lobby de psychiatres qui balance des benzodiazépines comme si c'était de l'eau. Genre, il y a des gens qui vont chez le psychiatre qui disent « Salut, je suis accro au cannabis ». Salut, de la drogue douce, en fait, un truc où tout le monde fume du cannabis avec le tabac, c'est une erreur. Mais en soi, le cannabis t'enlève le tabac de l'équation. Tu mélanges pas deux addictions pour juger une addiction, ça marche pas, ça, en fait. Le cannabis est beaucoup moins addictif que les benzodiazépines. Mais un fils de pute de gars qui a fait serment d'Hippocrate de nique sa mère de fils de pute, pourrait vous donner des benzodiazépines pour vous sévrer du cannabis. Aussi, pour vous faire entrer dans le monde des benzodiazépines, pour lui-même avoir un client en plus et pour investir dans le lobby pharmaceutique. Et oui, l'équipe, le monde est corrompu. Surprise, motherfucker! Surprise, motherfucker! Le tabac. Le tabac, moi, j'ai commencé à... Je pense ma première cigarette, j'avais 12 ans. L'histoire, elle est assez... 12 ans, 13 ans. Mon petit frère, il a acheté une cigarette, ou deux. Peut-être deux, je pense. Il les avait laissés, je les ai trouvés. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, ah, je vais le dire à mes parents. Bah, c'est normal, frère. Mon frère, il a eu 9-10 ans. Hein. Faut pas qu'il fume des clopes. Genre, me dites pas, oh, t'es une poucave, l'équipe. Oh, t'es une poucave. Voilà, moi, jamais j'aurais dit ça. J'étais obligé. Mais l'autre clope, je l'ai vu. Je me suis dit, clope, Kébri, à l'ancienne, l'équipe. Et du coup, ma première clope, c'était à 12 ans. Ça, je viens de m'en rappeler aujourd'hui. Parce que je pensais avoir commencé jusqu'à... J'avais fumé un pet, mais j'avais crapoté à 15 ans. Et puis, j'ai commencé les pets à 18 ans. Et les pets, la plupart des gens le roulent avec les clopes. Hein. Moi, quand j'essaie d'expliquer aux gens que je roule avec des plantes naturelles, ils me disent « T'es un malade, tu vas faire ça, tu vas partir en couille, gros. La peuclo, il n'y a que ça de vrai, l'équipe. La peuclo. » Et voilà. Je n'apprécie pas forcément cette mentalité. Mais je pense que l'addiction à la cigarette, au final, c'était ma pire addiction. Parce qu'elle a duré 6 ans. Elle a duré 6 putains d'années. 6 putains d'années où 90% des jours, je fumais une à 26 clopes, en fait. Je pense que 26 clopes, c'est mon max. Parce que je me suis bien rappelé du jour où j'ai fumé 26 clopes. Parce que j'ai un oncle qui fume 26 clopes par jour, que j'arrive pas forcément à sortir de la clope, à qui j'ai parlé des psychédéliques, mais bon, va expliquer ça aux gens quand t'es un petit gosse, t'as 24 ans, les gens ils comprennent rien, ils ont des a priori dessus, c'est pas facile. Et du coup, voilà, bah, la clope, c'est une addiction horrible, parce qu'en soi, déjà la substance, il y a quoi? Il y a 6000 trucs dedans, ou 7000, ou je sais pas quoi, 7000 molécules dedans en soi, et t'as 599 additifs. En vrai, je connais pas le chiffre exact, c'est une étude que j'avais lue, mais mec, t'as 600 additifs, la plupart des trucs, il y a des délires de poison, d'arsenic, de je sais pas quoi, tu vois. Genre les additifs dans la clope, c'est des trucs de baiser. Et te rajoutes du miel et des chocolats dans la clope, comme ça tu te dis, vraiment, le plaisir des dieux. Mais en vrai, mec, ils sont en train d'empoisonner ton âme dans le truc le plus profond. Si t'es là à fumer des clopes, te dire que c'est pas grave avec ma vidéo, tu dis, qu'est-ce qu'il raconte? Le gars, il prend de l'héros, de la coke et il va me dire la clope. Ouais, fils de pute. Désolé d'être vulgaire, mais c'est un sujet qui me touche. Oui, monsieur, excusez-moi pour les insultes. Je sais qu'il y a des gens, des gens qui n'ont pas mon âge qui regardent les vidéos. Dédicace Bernard. Et oui, big dédicace à Johan, c'est lui qui m'a donné l'idée de la vidéo. Du coup, moi, Johan, je te kiffe. Merci de toujours me donner des idées de vidéos. Voilà, voilà. Ouais, la cigarette, c'est pas du tout anodin. Et en soi, je pense que transiter par du tabac naturel est, je dirais, si vous voulez un chiffre, 10 fois mieux. C'est-à-dire pour moi, c'est 10 fois mieux de fumer du tabac naturel que de fumer des cigarettes industrielles. Mais ce chiffre ne veut rien dire, c'est juste une estimation et une intuition que j'ai eue. L'alcool. L'alcool, drogue sociale, drogue légale. La plupart des gens vont dire c'est pas de la drogue.
Et vous connaissez les bâtards qui font que boire, fumer, qui disent non, moi la drogue j'y touche pas. Tu vas prendre un timbre de LSD, tu vas finir chez père. Vous êtes cons en fait. Parce qu'en soi, l'alcool, t'as 3 millions de morts par an. Il y a eu plus de morts que le corona. Genre si juste vous voulez des chiffres. Il y a pas mal de gens qui connaissent un proche à eux qui est mort par l'alcool. Que ce soit un accident de la route ou quoi. L'alcool, qu'en soit la même personne, tu la mets dans la même route sans consommation, elle te fait pas l'accident en fait, tu vois. Mais au-delà de ça, pour moi, j'ai vraiment senti que c'était hyper vicieux comment ça m'a détruit la santé. J'ai jamais été très alcool, c'est-à-dire je buvais en soirée, mais après voilà, mais après petit à petit, t'es posé avec des gens, petite soirée, quelqu'un te propose une bière, tu te dis pourquoi pas, et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à boire 2 bières chez moi tous les soirs, et des trucs. Je suis même pas allé loin dans l'alcoolisme, tu vois, mais j'ai eu des périodes où je buvais par exemple 1 à 2 bières par jour pendant des mois. Et que c'est quelque chose qui... Ah, les docteurs disent qu'un verre de vin par jour, 1 bière par jour, c'est bien. Mais non, bande de bâtards, c'est encore les lobbies qui font ça. Dans les années 70, il y avait des publicités qui disaient que le petit déjeuner c'est bien, c'était une pub pour les céréales. Genre, faut vraiment que vous vous rendez compte que le monde est fucked up. Il y a un ami à moi, big up, Yacinus, la vitamine X. Il m'a montré, genre tapé, publicité cigarette, je pense, dans les années 70, un truc comme ça. Et c'est un délire, ils sont là en mode... les docteurs disent que c'est bon pour la santé de fumer 40 cigarettes par jour. Marlboro, les vraies cigarettes qui fument sa mère. Voilà, genre, allez regarder ces publicités si vous vous demandez si je suis pas complotiste, si je suis pas un hater, si je suis pas quelque chose. Posez-vous les questions. Posez-vous vos propres questions, j'ai pas toutes les infos. Google est grand. Google est grand. J'adore cette phrase, Google est grand, parce qu'on est dans un monde où tu as quasiment toutes les informations sur Internet. Du coup, voilà. Ton fils est né. Tu lui apprends à utiliser Google. Et dès qu'il sait utiliser les mots-clés, tu lui dis « Je te laisse, mon enfant. Google est grand. Je vais même acheter des cigarettes. » Et là, il revient jamais le daron. Truc de bâtard, hein. La photoclope. L'alcool. C'est de ça que je parlais. J'ai pris la décision récemment de plus boire d'alcool. Du coup, là, j'en ai pas bu depuis, 45 jours. En soi, dans mon pays, c'est illégal d'en boire ou pas en boire, mais peut-être que je suis en train de mentir. Du coup, niquez bien vos races, les flics. J'adore dire ça. Fuck the money, fuck the police, fuck the law. J'adore ces phrases. Là, je pense que j'ai fait le tour de tout ce qui était claqué au sol. Après, bon, il y a les trucs bien claqués au sol, comme la noix de muscade, je sais pas, les antipsychotiques, j'en ai parlé? Non. Moi, on m'a mis sous antipsychotiques de force. C'est-à-dire que j'avais pas le choix. C'est-à-dire que je me suis fait enfermer, je leur ai dit, je veux pas de médicaments. Vous considérez que je suis fou? Ok, je m'en bats les couilles, je sais que je suis complètement taré. Mais me donnez pas les médocs. T'as pas le choix quand t'es chez les oufs. Parce qu'ils te disent, soit tu bouffes les médocs, soit on te pique, en fait. Ouais. J'ai été drogué de force, voilà. Vous avez devant vous quelqu'un qui a été drogué de force, qui n'a pas aimé ça. Les antipsychotiques, c'est de la grosse merde en soi. En soi, tout ce qui est en psychiatrie, c'est de la grosse merde. Parce qu'ils savent pas guérir les gens, ils savent que camoufler les symptômes. C'est-à-dire la personne va être malade toute sa vie, juste, elle va pas partir en couille. Mais en soi, frère, quand les gens partent en couille, c'est parce qu'ils éclatent et ils disent aidez-moi à guérir. Mais si tu dis à la personne, ouais, prends un Doliprane, bah non, l'équipe. Ça ne marche pas comme ça, tout simplement. Du coup, les antipsychotiques, moi, je suis entièrement contre. Genre, en soi, calmer quelqu'un dans une crise, c'est une situation qui arrive hyper rarement. Genre, les antipsychotiques, tout ça, ils balancent ça aux gens pour rien du tout. Frère, j'avais un cousin, il avait un problème avec sa teub, ils lui ont donné un antidépresseur. C'est quoi le rapport, bande de fils de pute? Genre, c'est quoi le rapport, en fait, tu vois? Bref. Et quoi d'autre? Je pense que j'ai parlé de tout. Ouais, les antidépresseurs, j'ai jamais testé. Je peux pas vous dire mon expérience, mais je suis totalement contre. À vous de chercher les infos. Je ne peux pas vous dire. J'ai pris une pilule une fois, mais c'est des traitements long terme. Du coup, sur une pilule, j'ai pas pu ressentir l'effet. Voilà. Je pense que c'est le moment, les amis, de passer aux drogues qui sont potentiellement intéressantes. Ça veut dire celles qui m'ont apporté quelque chose. Pas celles qui m'ont juste détruit. Parce que je pense que toutes celles que j'ai listées avant, elles ont fait que me détruire. Voilà. Peut-être que moi, sur le moment,
j'ai kiffé vaguement, je m'en fous en fait. Parce que maintenant, ça n'existe plus du tout. Et il n'y a que moi, avec mon âme pleine de cicatrices, avec toutes les erreurs que j'ai fait moi-même et tous les trucs qu'on m'a imposés, en fait. Pour moi, il y a 3 catégories qui sont intéressantes, je dirais 4, parce que le cannabis est dur à catégoriser. Je pense qu'il y a probablement d'autres, j'oublie certaines choses, mais voilà, on va d'abord parler du cannabis. Alors le cannabis, ce qui est bien, c'est que ça existe, le cannabis médical. Parce que moi, je vais vous dire un truc marrant, je suis dans un pays qui est le plus grand exportateur de cannabis du monde. Les gens, ils savent pas reconnaître un plant de cannabis s'ils le voient dans la rue, en fait. Genre, je ne parle pas de tout le monde, mais je parle d'une bonne partie de la population. Genre, c'est vraiment un délire. Et les gens, ils ont beaucoup de jugement. Ça veut dire qu'au Maroc, tu fumes des cigarettes, bon, ok, c'est pas bien, mais tu fumes du shit. Ah, quel clochard, il va devenir ouf ça. En soi, les grosses doses de cannabis, ouais, ça peut rendre psychotique. Et il y a aussi un truc qu'un ami à moi a eu qui s'appelle hypermnésie cannabinoïde ou un truc comme ça. C'est quand tu fumes trop et bah, en soi, c'est un truc, tu peux mourir. On dit que le cannabis, il n'y a pas d'overdose, c'est vrai. Mais si tu fumes trop de pète et tu arrives à un niveau où ton corps il commence à se déshydrater et tu vomis, c'est les symptômes du truc. Tu vomis tellement que tu bois pas assez d'eau et tu peux mourir déshydraté. Du coup, si jamais ça vous arrive, vous fumez trop de cannabis, vous vous retrouvez à vomir en boucle, être déshydraté et tout, contactez vite les urgences en fait, parce que vous êtes pas bien, tu vois. Mon pote à qui c'est arrivé, il est resté comme ça pendant 5-6 jours avant de se rendre compte qu'il devait faire quelque chose, et quand il a appelé les pompiers, ils lui ont dit t'étais pas loin de clamser en fait l'équipe. Qui a fallu clams le bourzizi. Pour les gros bédos. Pour les gros terreaux. Mais utilisez avec intelligence. Intelligence c'est quoi? Bah déjà intelligence c'est avec parcimonie et avec modération. Je pense que tu as parcimonie, modération, tu rajoutes respect et tu rajoutes intuition. Je pense que tu as tout. Tu as les 4 clés d'une consommation responsable. Chose que j'aurais aimé qu'on me dise plus jeune. Vu que le cannabis médical existe, comment l'utiliser médicalement? Bah déjà, il faut prendre du cannabis qui n'est pas coupé. Parce qu'en soi, oui, bah oui. On pensait qu'il y avait que les gens en pharmacie et les flics qui étaient corrompus. Mais non, les dealers aussi sont corrompus. Et oui, l'équipe. Et oui, l'équipe, j'ai même un abonné à moi, what the fuck, je vais pas dire le nom, parce que là, il aura des problèmes. Il m'a dit, frère, est-ce que c'est possible de couper de la coke au bicarbonate, comme ça je me fais des sous? Wesh, l'équipe, t'es un ouf. T'as 20 piges, tu veux biber, en plus tu veux couper le truc. Moi, ce que je lui ai dit, frère, je vais te donner un truc hyper intelligent. De toutes les façons, c'est pas ton métier dealer, du coup, tu vas faire ça 2-3 fois, tu t'en bats les couilles. J'ai dit, frère, autant tu veux le couper au bicarbonate, ta coke à la con. Autant tu vends directement le bicarbonate aux gens, et comme ça ils se font arnaquer. Parce que le gars qui vient chez toi et qui veut acheter de la coke, il va trouver un dealer, il va acheter de la coke. Si tu lui prends son argent et qu'il a plus de quoi s'acheter de la coke, il va sniffer du bicarbonate comme un con, t'insulter comme un con, et au moins il va pas sniffer de coke. Du coup les amis, si vous voulez vous faire de l'argent et vous pensez que c'est une bonne idée de vendre de la cocaïne, non. Vendez du bicarbonate et gagnez 100% du prix. Waouh! Offre en or, commandez-les rapidement avec Nuit Domaine. Désolé pour ces interactions surprenantes. C'est juste, je me disais ce que j'étais en train de snitch la personne. Puis je me suis dit de toutes les façons, tant que je dis pas son nom, j'aurais même pu dire qu'il a commis des crimes de guerre. Est-ce que dealer est un crime de guerre? Je ne pense pas. Est-ce qu'il y a des bons et des mauvais dealers? On ne peut pas dire qu'il y ait de bons ou de mauvais dealers. Cannabis, voilà. Du coup, moi, ma vision du cannabis, c'est j'ai une règle de je pèse tous mes pets, enfin quasiment, où j'ai réussi à voir à l'œil ce que ça me faisait. J'essaye de jamais dépasser 50 mg dans un pet. Ce qui est très léger. C'est-à-dire que même si je fume 4-5 pets par jour, j'ai fumé un quart de gramme dans la journée. Et en soi, vu qu'il n'y a pas le tabac qui te nique dans le pet, vu que je le fume, ça veut dire que si je le roule, un pet normal, OCB, feuille longue, le pet peut me durer minimum 1 heure et facilement il peut me durer 2-3 heures en fait, parce que je tire 3 tafs et je le pose et je l'oublie. Parce que ça sert à rien de rechercher le rush avec le cannabis. Le rush, tu le vis quand t'es jeune, tu le vis avec tes premiers pets. Mais ça sert à rien de chercher le rush. Moi, ça m'a rendu curieux les hautes doses de cannabis parce que je lisais pas mal de trucs dessus. Du coup, récemment, il y a une semaine, je me suis bouffé 4 grammes. Enfin, je me suis bouffé 4 grammes. J'ai fumé 1 gramme, j'ai bouffé 1 gramme et j'ai foutu 2 grammes. Je les ai mélangés à des œufs
Je les ai fait fondre dans l'huile et j'ai foutu ça dans mes cheveux et ça parce que vu que c'est liposoluble, ça peut passer à travers la peau et te défoncer. Genre j'ai un pote à moi, il m'avait raconté que sa mère qui fume pas ni rien, genre elle met le voile et tout, elle s'était mis de l'huile de kiff sur les cheveux parce qu'au Maroc on fait ça pour avoir les cheveux soyeux. Pour ceux qui se posaient la question. Ouais, YouTube, YouTube il m'a pas encore proposé un partenariat pour une marque de shampoing, tu vois. Petite marque de shampoing psychédélique, tu vois. Shampoo Trip. Shampoo Trip, c'est genre à base de psilocybine, tu te shampouines et à la fin de ta douche, t'es microdosé. J'adore le concept. Vous m'engagez? J'étais bien def, sa mère. J'étais vraiment bien def. Ça veut dire que j'ai vu les fins fonds de ce qui se passe dans le cannabis. Ça veut dire que la parano que tu peux avoir après un bon gros pet. Mais moi, j'avais des paranos de malade. Je m'imaginais des histoires de meurtres, de délire, Genre, je suis allé loin dans la parano. Mais vu que je savais que ça allait arriver, j'étais en mode, vie l'expérience. Tu savais que ça allait être ça. Ça m'a mis un bon gros chaos technique. Genre, j'étais def pendant 2-3 jours. C'était pas vraiment agréable. Je dirais pas que je regrette l'expérience, parce que je voulais le faire dans ma vie, une fois une très haute dose de cannabis, mais en soi, il n'y a pas d'utilité. Pour moi, c'est peut-être un jugement. Aux hautes doses de cannabis, peut-être de manière très ponctuelle, pour le côté récréatif, dans les bonnes circonstances, je ne juge pas du tout. Mais pour un usage quotidien ou semi-quotidien, je pense qu'il faut rester sur du microdosing. Du coup, vous pouvez chercher sur Internet, il y a des vidéos sur le microdosing le microdosing du cannabis. Je faisais ça une période, c'est microdosé, je pensais pas ce que je fais, ça veut dire inférieur à 50 mg, c'est vraiment genre 2 mg de THC par pet, genre 10 mg de Toshi, ou 10 mg de bonne bœuf sa mère. Voilà. Bonne bœuf sa mère. Pourquoi j'ai dit sa mère? Pourquoi ai-je parlé de la mère de Marie-Jeanne? Marie-Jeanne n'a ni père ni mère. Elle n'a que la terre qui l'arrose et qui la breuve pour que la plante pousse et te défonce quand tu la fumes. Tu tires une lafte. Tu tires une taf. Sur mon zdeh. Mon joli deh. Passe à la suite. 3 catégories. Nous avons les psychédéliques, les empathogènes, les dissociatifs. Du coup, dans les 3 catégories, je pense que celle qui a le moins de risques, c'est les psychédéliques. Parce que les psychédéliques, c'est quasiment impossible de devenir accro. Les molécules vont t'éloigner elles-mêmes d'elles. Les empathogènes, ouais, il y a des petits risques d'addiction avec les empathogènes. Le plus classique, c'est la MDMA. Ouais, il y a des risques d'addiction. C'est pas une addiction physique, c'est une addiction mentale. C'est juste des gens qui se retrouvent à prendre ça toutes les semaines et tout. Moi, c'est le côté thérapeutique qui m'intéresse. Mais ouais, il y a la MDMA comporte plus de risques que les psychédéliques. Et là, on a les dissociatifs, c'est-à-dire la famille de la kétamine. Et des petits poils d'aisselle. Ouais, sinon, j'ai fait cette vidéo torse nu pour bien montrer que j'étais balèze, tu vois. Je suis caisse. Si vous trouvez que je suis caisse dans les commentaires, écrivez le nom d'une voiture. Genre un nom de marque de voiture, comme ça je saurai quel genre de caisse je suis. Bon, ok, on va rester comme ça pour faire le mec balèze. Et là, t'as les dissos, les psychés. Alors en haut, c'est quoi? Zampathogène. Vous avez suivi l'équipe de A à Z, parfait. Psychédélique. Moi, j'en ai testé des tas. Enfin, je dis pas ça pour frimer, c'est juste pour vous exposer un peu tout. LSD, Nboumi, 2CC, 2CB, 2CP, 2CE, 2CB Fly, 5-MeO-DMT, DMT, mescaline, 4-OMET, 4-ACO-DMT, Champi, Salvia. Même si Salvia, on pourrait la mettre dans la catégorie des dissociatifs. Après, toute la famille du LSD, un CPLSD, un PLSD. Je pense, si, Etlad, ALLAD. Peut-être le 1P Etlad, je sais pas, peut-être j'ai pas testé le Etlad, j'ai testé le 1P Etlad. Enfin bref, ça servait à rien d'en parler 1000 ans. Les psychédéliques, on les met devant nous, on les analyse, on passera à la suite après. En soi, chaque psychédélique a sa particularité. Mais ils ont tous à peu près le même concept de créer un état de mort de l'ego plus ou moins conséquent. Un état de mort de l'ego léger, ça s'appelle, dans le livre que j'ai lu de l'expérience psychédélique Timothée Léry, il dit qu'entre 0 et 200 microgrammes, ça s'appelle des thérapies psycholytiques. Ça veut dire qu'on n'est pas dans un état où il y a une mort de l'ego et tu plonges dans ton âme et tout. On est dans un état où tu as encore conscience de ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là. Et du coup, tu essaies juste de jouer avec tes nœuds mentaux pour essayer de les dénouer, de comprendre tes traumas, de comprendre tes visions, de voir tes masques et tes miroirs. Et voilà. Et désolé, ça c'est parce que je suis marocain, on a la voix chantante. C'est pour ça qu'on est un peu les BG de la planète.
Du coup, si vous n'êtes pas marocain, désolé. Je peux peut-être vous faire... si vous voulez une vidéo sur comment être les BG de la planète, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Est-ce que vous voulez une vidéo sur comment être les BG de la planète? Je suis désolé. Je ne peux pas fournir ce genre de vidéo. MC Badi. Thérapie psychédélique, c'est au-delà de 200 microgrammes. Ça peut monter à 400, 500. Je me suis jamais aventuré aussi loin, moi. Enfin, je suis allé à 250 avec 6 APB qui a peut-être la puissance de 350, 400, mais je suis jamais allé dans les hyper hautes doses parce qu'en soi, je prends mon temps pour découvrir. Je vais utiliser les psychédéliques toute ma vie. À quoi ça me servirait de faire une dose de malade, mec? J'ai quel âge? J'ai 24 ans, je suis jeune comme un pou. On dit beau comme un pou, mais vu que vous saviez déjà que j'étais beau, autant vous rajouter que j'étais jeune. Et si vous avez besoin d'autres infos, vous avez mon cellulaire, mesdemoiselles, ici. Juste ici, vous écrivez vos numéros en liste et je vous appelle step by step. Les psychédéliques, différents usages. Ça veut dire que le 2CB-Fly, pour moi, a un intérêt thérapeutique génial. Yves Spice, un pote à moi, il en a testé récemment. Il m'a dit, mec, c'est ouf, j'ai plongé à l'intérieur de moi, le DJ s'est téléporté. Ouais, ça, il me l'a vraiment dit, le DJ s'est vraiment téléporté. C'est un truc de malade. Mais bon, je reprends l'histoire, c'est pas ça l'intérêt. Il m'a dit, j'arrivais à voir comment les gens me visualisaient, comment je réagissais subtilement au jugement et au regard des gens. Et vu que le 2CB-Fly il est hyper soft, il vous met pas forcément dans des situations d'inconfort comme une grosse dose d'LSD ou salut la 5-MeO DMT peut vous mettre. Il va juste vous plonger dans un état où vous allez pouvoir tranquillement vous remettre en question. Le 2CB-Fly, c'est le genre de truc que tu peux prendre avec un groupe d'amis, tranquillement, avec qui vous pouvez échanger, discuter, parler ouvertement. D'autres psychédéliques comme la 5-MeO DMT, il n'y a pas de demi-mesure. Tu prends ta taf avec la 5-MeO, tu prends tes 3 taf avec la DMT, l'équipe. Parce que la DMT, l'équipe. Bah, faut 3 taf, c'est Terence McKenna. En plus, c'est un truc trop bien qu'il dit Terence McKenna. Il dit, quand tu vas tirer la 3e taf, j'essaie d'imiter sa voix, mais il a une putain de voix de Gremlins champignonné. Quand tu vas essayer de prendre la 3e taf, tu auras peur et tu vas chier dans ton froc parce que les 2 premières tafs t'auront déjà envoyé trop loin. À ce moment-là, faut prendre ses couilles à 2 mains et se dire, je vais me la fumer cette 3e taf. Et après, avec la DMT, bah, tu te retrouves devant la porte de la mort, dans l'au-delà, dans les profondeurs de ton âme. Et à ce moment-là, c'est clairement pas un trip demi-mesure où c'est toi qui fais ta propre psychanalyse ou des trucs comme ça. C'est clairement pas le genre de délire. C'est vraiment une énorme claque cosmique que l'univers te met. Et voilà, en soi, moi j'ai toujours été content post-DMT. Genre, ouais, sur le moment, t'es en mode waouh. Genre, je sais pas ce qui vient de se passer. T'es très émotif après. Tu peux rire, pleurer. T'as redécouvert la vie. On dirait que tu viens de sortir de la chatte à ta mère, tu vois. Et je sais pas ce que j'ai aujourd'hui avec la vulgarité. Excusez-moi les amis. Si vous avez un souci avec la vulgarité, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Vous pouvez écrire stop gros mots. Si vous écrivez stop gros mots 4 fois, je stoppe les gros mots. Du coup, les psychédéliques, pour moi, ils m'ont tous apporté. Par moments, je les ai mal utilisés, ça veut dire les mauvaises doses dans les mauvais contextes, prendre des doses plusieurs jours d'affilée quand j'étais plus jeune, quand j'avais pas le recul et la responsabilité que j'ai maintenant. Mais en général, les psychédéliques vont vraiment vous permettre de plonger à l'intérieur de vous. Et même si vous vivez un bad trip, ouais, pendant peut-être un moment, vous allez vous sentir moins bien qu'avant ou quoi. Mais une fois que vous avez laissé le temps à votre corps et votre esprit de digérer le bad trip, vous allez vous sentir beaucoup mieux épanoui dans votre vie. Et c'est pour ça que l'intégration et la préparation, c'est les plus grandes parties du trip. Le trip, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est la recherche avant. Les lectures que vous faites, le mindset dans lequel vous êtes, l'endroit où vous allez l'organiser, les doses, les gens, la musique pendant l'expérience, le lieu, le sentiment de sécurité, le sentiment de confiance avec les gens avec qui vous êtes. Et l'intégration, c'est quoi? C'est le soir même, essayer de dormir, prendre du saut, récupérer. Le lendemain, bien manger, ne pas boire, ne pas fumer, ne pas truc. Récupérer tranquillement, prendre des forces, se poser des questions, écrire, peut-être lire.
voyager, se reposer, je sais pas, genre l'intégration est super importante parce que une mauvaise intégration pourra vous gâcher un trip où vous avez appris des trucs légendaires. Genre moi, le plus gros trip de ma vie, le lendemain, c'était la rentrée scolaire, l'équipe. Je me réveille les minuit, à 8 heures j'ai ma rentrée, moi je viens de mourir en fait. C'était vraiment stressant, c'était pas fun. Du coup, essayez de bien gérer vos intégrations. On a assez parlé des psychédéliques. Empathogènes. Les empathogènes, le plus connu, c'est la M, D, M, A. Attends, putain, comment on fait les A? Putain, je devrais pas avoir à le faire, je m'appelle Ali, du coup, c'est moi le A. MDMA. En soi, la MDMA utilisée en thérapie depuis, je pense, les années 60-70, elle a un taux de malade de réussite, surtout chez les vétérans de guerre, parce que quand t'es vétéran de guerre, tu vois des gens se faire buter et tout, c'est pas comme dans un film. Moi, genre, je me suis fait agresser avec un gun, on m'a ni tiré dessus, ni pointé l'arme dessus, j'ai été traumatisé pendant vraiment longtemps par la vue d'une arme. Alors, imaginez les gars qui ont tué des gens. Je pense pas que tu t'en remets facilement. Voilà. Je ne sais pas ce que vous savez sur les vétérans de guerre, juste que les thérapies classiques n'arrivaient pas à les aider dans la grande majorité des cas, et que la MDMA, en quelques sessions, arrivait à guérir. Les chiffres que j'avais lus à l'époque, c'était 83% d'entre eux. Du coup, voilà, n'hésitez pas à faire vos recherches dessus. Peut-être que je mettrai un tas de liens dans la description pour ceux qui sont curieux. Les empathogènes que moi je préfère, c'est les benzofuries. Alors, c'est une classe qui est assez proche des phénéthylamines, mescaline, 2CB-fly, tout ça. Et je trouve qu'ils ont beaucoup moins de violence que la MDMA. C'est-à-dire la MDMA va monter très vite, elle va aussi jouer sur la dopamine, ça va durer 4 heures, la descente est vraiment arche. Elle est vraiment pour moi horrible, la descente de MD. Alors qu'avec une dose moyenne de 5 MAPB ou de 6 APB, 5 MAPB étant dans mon expérience plus doux, c'est possible de vivre une expérience très thérapeutique, très introspective, avec des effets secondaires assez faibles. Du coup, les bases de la MDMA, c'est d'en prendre avec du magnésium, de supplémenter du magnésium un peu avant, un peu après, c'est-à-dire, bon, vous achetez une boîte de magnésium, c'est quoi le concept? Tu manges une pilule par jour, bah, tu fais ça un peu avant ton truc, et voilà, le magnésium, ça aide de fou pour les rares effets physique vous pouvez avoir, enfin, rare effet physique. Il y a des gens qui sont morts de la MDMA, mais en général, elle était coupée, les gens, ils prenaient 10 fois la dose, les gens qui sont morts de ça. Mais il y a des études qui disent il est plus dangereux de faire de l'équitation que de la MDMA, en termes de risque pour la santé physique. Voilà. Après, bon, vous connaissez les études avec des titres accrocheurs comme ça, c'est plus pour vous faire tilter, vous donner envie de lire, mais bon. En soi, est-ce que je vais vraiment ne pas faire d'équitation et là me bouffer un bon gros taz? Ah ça, je pense pas, l'équipe. Je pense pas. Les benzofuries, 6-APB et 5-MAPB, je leur retrouve un intérêt thérapeutique de ouf. Je préfère beaucoup les mélanger avec des psychédéliques, parce que je suis un grand fan de Candy Flip. Je dirais le Candy Flipping, c'est ma spécialité. Et peut-être un jour, je vous parlerai des autres flips, tels que Nexus Flip, Nexus Backflip et le Ali Flip. Mon chef-d'œuvre, mon cadeau, je me suis permis de donner mon nom à un mélange qui est mélanger un lysergique, un empathogène et une phénéthylamine. Ça veut dire de manière classique LSD, 6-APB, 2CB. Une infinité de variantes de Haliflip. Je me suis permis de lui donner mon nom parce que tous les flips ont leur nom. Et voilà. Je me suis permis de donner au Haliflip mon nom. Mais les flips, il y en a plein, mélangés de la MDMA, par exemple, avec du cactus de mescaline, ça peut s'appeler hippie flip, ça peut s'appeler Apache flip, ça peut s'appeler love flip, c'est-à-dire il y a une infinité de noms. Il y a les bee-flips, les honey flips, ça fait flipper sa mère, flipper. Du coup, juste pour le concept de vocabulaire, flip, c'est l'effet empathogène, classiquement MDMA. Et du coup, après, le nom qui vient avant dépend du psychédélique qui est mélangé avec le flipping. Moi, quand j'utilise du 6-APB, j'appelle ça, par exemple, avec l'LSD, un Candy Flip plus. Le 5-MAPB, j'appellerais ça un Candy Flip moins. Et le mélange des deux, ça serait un Candy Flip plus ou moins. No puedo saber nada. Et récemment, j'avais pris une dose... j'avais fait un flip plus ou moins, ça veut dire à peu près 25 mg de 5-MAPB avec 35 mg de 6-APB hydrochloride, je précise, parce que le 6-APB succinate est moins puissant. Du coup, faites attention au dosage que vous voyez sur Internet. Vous n'avez pas toujours les mêmes molécules, elles peuvent avoir le même nom, mais être sous différentes formes. Il faut faire gaffe.
Et j'ai vraiment fait un trip thérapeutique génial. Je me suis posé dans un cimetière abandonné. J'ai calé des bougies. Je pense, que j'ai ramené mon cahier pour écrire, un stylo. J'ai préparé ma playlist et j'ai passé tout mon temps là-bas à méditer, me reposer, chanter, parler tout seul, écrire. Et d'une certaine manière, j'ai vraiment senti que c'était une sorte de libération sur le moment. Et en soi, la descente, elle est hyper douce dans le sens où je suis juste rentré, j'ai réussi à dormir tranquillement. Et le lendemain, j'étais frais comme un pinson parce que je suis resté sur des dosages très très bas. Et en soi, on n'a pas besoin de forcer les doses pour vivre des trucs de fou. L'intérêt thérapeutique, faut pas dépasser la dose moyenne. Les doses hautes, elles n'ont pas un grand intérêt thérapeutique. C'est juste, ah, je m'ambiance, je kiffe, nanana. Mais en tout cas, moi, c'est pas mon délire. Wesh les dissos, ramenez votre cul dans le bendo. Wesh les potos. Ok. Les dissociatifs. Le plus connu, c'est la kétamine. Le deuxième plus connu, c'est la MXE. Et le troisième plus connu, c'est le DXM. Ouais, voilà. J'arrive bien à faire les blazes. Juste peut-être le DXM est plus connu que la MXE. Un grand écrivain de psychonautes que j'admirais beaucoup, qui s'appelait Stylo Plume, disait que par exemple le DXM, qui est un dissociatif pas facile à gérer, disait le DXM a un intérêt thérapeutique très intéressant, il est juste beaucoup plus dur à gérer que l'LSD. Ça veut dire que un trip d'LSD, vous vous posez des questions avant le trip, vous allez avoir vos réponses dans le trip progressivement avec la manière dont vous allez avoir vos réalisations. Se poser des questions avant un trip de DXM, la manière dont les réponses vont venir, ça va être un bazar pas possible. Et j'avais lu un livre d'un homme qui avait écrit... non, un couple. Un homme et sa femme qui avaient écrit tout un livre sur l'intérêt thérapeutique de la kétamine. Ça veut dire qu'il prenait de la kétamine avec sa femme dans des conditions thérapeutiques. Je pense qu'il avait 50, 60 ans, je sais pas. Si je retrouve le livre, je le mets dans la description. Et j'ai jamais lu ce livre. Et voilà, je vous en parle, je l'ai jamais lu, j'ai juste lu des petits résumés, des petits trucs comme ça. Mais en soi, voilà, ça servira à rien de vous raconter dans le livre. Je suis là pour raconter mon expérience personnelle. J'ai eu des expériences dissociatives très intéressantes, qui m'ont ouvert les yeux sur certaines choses. Mais les dissociatifs, je peux pas dire qu'ils m'ont rien fait dans ma vie. Du coup, les psychédéliques, comme je vous ai dit, bon, il y a des moments, j'en ai abusé, ça m'a un peu niqué, comme une semaine où j'avais pris du 2CB Fly tous les jours. Après, j'ai eu une semaine de descente où j'étais pas trop bien, mais rien à voir avec les descentes de coke, d'extra, de conneries. Les empatogènes, concrètement, les seules fois où je me suis senti mal par rapport aux empatogènes, c'est quand j'ai pris un produit que je connaissais pas. Genre, j'étais au Mexique, au festival Solo, un gars, il vendait un tasse, je l'ai pris et je l'ai bouffé. J'ai eu une descente de malade, mais je pense qu'il y avait de la meth, en fait, dans le tasse. Mais en soi, les empatogènes, les bonnes doses, les bonnes fréquences, ça veut dire minimum 6 semaines entre les prises. L'idéal serait au moins 3 mois entre les prises. Voilà, c'est ça ce qui est écrit sur Roll Safe. Les dissociatifs, moi, la première drogue que j'ai découverte, après la noix de muscade, je la compte pas vraiment, c'est le DXM. Et du coup, le DXM, moi, j'avais lu que la règle, c'était de l'espacer au moins 2 semaines. Mais quand tu as 18 ans et que tu connais pas les trucs, même si tu l'espaces 2 semaines, ça t'impacte. Du coup, j'ai eu des moments de ma vie où j'étais un peu déréalisé. J'avais du mal à réaliser exactement ce que je faisais là. J'avais l'impression d'être éloigné des gens, de pas me sentir vraiment à ma place et tout. Du coup, les dissociatifs, ouais, il y a des gens qui tombent dans l'addiction de la kétamine. Et c'est vraiment pas facile. Je connaissais une voisine à moi qui, quand elle avait 18 ans, elle était accro à la kétamine. C'est-à-dire qu'elle tapait un rail avant de rentrer au lycée, un rail en sortant à la pause à midi, un rail en rentrant à 2h, un rail à 6h du soir. Genre, what the fuck en fait comme addiction. Et je pense que les dissociatifs... Ah voilà. Attends. Je vais pas faire de pub. Parce que je vais pas faire de pub, mais voilà. Magnésium. Vitamine B6. Voilà. C'est le genre de truc que vous pouvez utiliser avec les empatogènes pour protéger votre cerveau. La MDMA est connue pour être légèrement neurotoxique. Du coup, c'est vraiment léger. C'est en soi, je pense que fumer des clopes, c'est pire que... Genre ce que je vais... Non. Bouffer un tas, c'est pas pire que fumer une clope. Mais fumer une cigarette industrielle, je pense que pour moi, c'est plus mauvais pour la santé que prendre une dose moyenne à légère dans de bonnes conditions d'un empatogène de bonne qualité. Nanana. Voilà, c'était l'information que je voulais traduire. Les dissociatifs, j'ai fait des trips de malade. Je me rappelle un trip après une rupture. J'étais avec 2 amis à moi, Nono et Atetenden, et je leur disais, ouais l'équipe,
Genre, j'étais tellement dissocié que j'arrivais plus à me rappeler. Genre, j'ai eu l'histoire de mon aventure amoureuse qui est passée dans ma tête, mais j'arrivais pas à savoir qui de nous trois avait vécu cette histoire. Je savais pas qui était sorti avec la fille, en fait. C'est surprenant comme expérience. Mais en soi, je pense que cette expérience m'a permis de mieux digérer la rupture, parce que je me suis dit, tout ce quoi je m'attachais, comme si tout ce que j'avais, c'était la seule personne que j'aimais dans ma vie, genre nanana, l'amour de ma vie. Ben, en soi, c'est qu'un souvenir, et un souvenir, au final, est-ce qu'il t'appartient vraiment? Est-ce que nos souvenirs nous appartiennent vraiment? Question philosophique, mais question quand même. Voilà, voilà les amis, je pense que je vais pas m'éterniser dans la vidéo. Les dissociatifs, j'en ai essayé pas mal, les phénidines, la MXP, la DCK. Faut faire très attention au dosage, j'ai eu des expériences très difficiles. Euh, je pense que ça m'a pas fait tant de mal que ça, mais j'en ai quand même un peu abusé. C'est pour ça que je prends énormément de pincettes et de précautions maintenant quand j'essaye les dissociatifs. Mais récemment, j'ai testé la DCK, la déchlorokétamine, et j'ai vraiment trouvé ça très beau. Et j'ai commencé un ouvrage que j'ai appelé les poésies dissociées. C'est un recueil de poésie que j'écris que quand je suis dissocié. Et c'est la première fois que je vous en parle. Du coup, si jamais un jour vous êtes curieux, franchement, s'il y a des gens qui le demandent ici, les poésies dissociées, je viens, je me pose et je vous récite les poésies dissociées, les amis. Du coup, hasta la vista, amigos. J'espère que ça vous a fait plaisir. Tu peux t'abonner, tu peux faire ce que tu veux. Love you.